on en parle d'ailleurs tous les jours, et Marouane le rappelait ici. Le remaniement, il faut qu'on en parle, c'est imminent. En France, ça fait plus de 3 mois qu'on parle de remaniement. Les gens ne se lassent pas d'écouter les médias français quand ils parlent de remaniement. Cependant, ça n'arrive pas là-bas, mais c'est quand nous parlons, en se basant sur des faits réels, sur l'incapacité de certains ministres à conduire leur département. Et malheureusement, comme Makanel a dit que le ministre n'est pas responsable de l'échec de la conduite de sa politique. Donc, il faut maintenir tous les ministres et changer peut-être là-haut. Alors, donc, c'était entre parenthèses. Alors, on apprend qu'il y a le Premier ministre aurait recruté 7 experts. Ça, ce qui reste à confirmer auprès de lui, malheureusement inaccessible. Non, il est très accessible. Très accessible. Oui, par certains. Il n'est pas accessible par tous. Non, par l'émission Refaire le Monde. Ah, Dieu merci. Oui, il a été notre invité de l'année, le premier invité de l'année de cette saison Gaman. Ça, ce n'est pas inquiétude, ça ne doit pas le suivre. Non, toutes les fois qu'on l'a appelé et tout de suite. Bon, moi j'ai voulu l'appeler pour vérifier cela. Bon, vous avez voulu l'appeler, moi vous l'avez pas appelé. Je l'ai appelé pour vérifier cela. Vouloir l'appeler, je l'ai. Certainement, appelé. Il était occupé. Sinon, on peut tout le reprocher, mais il est très accessible. Sincèrement. Oui, ça dépend, hein, sa géométrie variable, cette accessibilité. Oui, mais c'est ça, toutes les appréciations. Je suis content si l'émission... Sincèrement, l'émission on ne peut pas être on ne peut pas aussi être accessible. On ne peut pas aussi être accessible à tout le monde. Je vous demande très humblement de ne pas me donner le droit de dire que je n'ai pas accès à lui. Maintenant, c'est bien dit. Voilà, vous n'avez pas accès à lui et il est inaccessible. Il ne peut pas être accessible à tout le monde aussi. Vous avez pu l'avoir. Est-ce qu'il l'a appelé? En même temps, je n'ai pas cherché à... Oui, parce qu'il sait qu'il ne peut pas l'avoir. Tu sais, il y a aussi ça. Hein. Quand vous avez... On avance la monument. On avance. C'est un préjugé, ça. Non, merci à lui de cette disponibilité. Voilà, donc... Sélective. Oui, mais tout est discriminatoire dans la vie. Non, discrimination positive. Alors, et l'autre chose, il paraît qu'il y a aussi la présidence, un des conseils du président qui sera concerné, et donc ils doivent ensemble procéder à l'évaluation des ministres en fonction de la feuille de route, des objectifs qui ont été assignés à ces ministres-là, et à la suite de cela, que le président qui hésite désormais à prendre les décisions, prendra sa décision concernant ces ministres. Et pour le cas des directeurs, et je vous réitère que le critère n'a pas été encore abandonné. Peut-être que tel que cela a été défini par le Premier ministre, ça ne sera pas ça ne sera pas procédé de cette façon. Le projet n'est pas non plus abandonné. Non, le projet n'est pas abandonné. Alors, donc, deuxième chose, c'est la misère pour les opérateurs, les importateurs à la direction générale des douanes. Et parce que il y a deux personnes qui m'ont appelé, parce que ce qu'on dit là est très sérieux. Bon, qu'on s'en fout désormais de ce que gagne l'État, ce que perd l'État, qui a été qu'on peut estimer, comme vous l'avez dit, à des dizaines de milliards par jour. Nous nous en foutons pas mal de cela, ça c'est l'État. Peut-être on peut trouver d'autres moyens. Autrement. Mais les citoyens, il y a deux citoyens qui m'ont appelé hier pour me dire que les oignons, les aliments, les produits d'alimentation qu'ils importent là, ils sont obligés de louer des conteneurs, des frigos, une sorte de frigo. Des conteneurs frigorifiques. En tout cas, les moyens de conservation. Il faut trouver les moyens de conservation. Et ça, vous êtes obligé de payer. Non seulement vous payez ça, ça allait à la surestarie, vous êtes obligé de payer cela aussi. Vous n'avez pas prévu cela, vous n'avez pas été programmé pour cela, pour ces dépenses supplémentaires. Et l'intéressé me dit qu'il a même envie d'abandonner sa marchandise au port. Et donc, s'il l'abandonne, c'est toute sa fortune qui s'en va. Et tenez-vous bien. Ça dit long du désespoir. Voilà, vous avez vu ce que ça fait. Et on en rit, on n'en fait pas une préoccupation. Mais nous, on en parlait, on dénonce régulièrement. C'est pourquoi quand j'ai entendu ici, pour le 3e mandat, il y a ci, il y a ça, sincèrement, les médias ont toujours joué leur grand rôle. C'est pour dire que les médias ne font rien. Mais depuis quand on a tiré la sonnette d'alarme? Encore, les dossiers sont sur le directeur général adjoint, il est introuvable. Il fait autre chose. Non, il est là. Non, je dis, il n'est pas là-bas. Non, il est là. Le directeur général adjoint, il est là. Et donc, des douanes, il est là. La situation, elle est au bord de la catastrophe, sinon que c'est catastrophique. Et parce que ce que je vous compte, moi, je ne parle pas de ce que perd l'État, mais plutôt ce que perdent les citoyens. Et imaginez un peu, je n'ai eu accès qu'à deux importateurs
et allez-y, il faudrait bien que Dioma mène comment on appelle, fasse un reportage sur cette situation désagréable que vivent les importateurs. Ouais. Alors la dernière chose, c'est comment on appelle, la société minière qui est à Bofa, qui a été suspendue d'activité par le ministère des Mines. Aidez-moi, Condé, à trouver le nom de Bel Air Mining. Voilà, Bel Air justement. Mining, oui. Bel Air Mining. Vous savez, vous n'aimez pas être accompagné tout le temps. Non, pourquoi alors, mais quand je vous demande, vous devez m'accompagner. Je l'ai fait. Non, voilà, vous ne devez pas le faire si je ne vous demande pas. Maintenant que c'est une demande, vous devez le faire. Je ne sais pas si c'est l'adversité ou quoi. Non, pas du tout. Allez-y. Vous aimez m'embrouiller. Alors, donc, je dis que la décision a été prise c'est une décision conjointe entre le ministère de l'Environnement et le ministère des Mines pour parce que la ministre veut beaucoup d'argent. Pour frapper cette société d'une pénalité. Donc, la pénalité a été fixée à 7 millions de dollars. Mais la société, selon certaines indiscrétions, se pose la question comment cette évaluation a été faite, sur la base de quoi l'évaluation a été faite, et parce que la société n'a pas été entendue, n'a pas été approchée et discutée, donc pour l'amener à comprendre. Mais l'autre chose que la société ne comprend pas, parce que depuis ça, on a demandé, la société est sommée de payer l'argent à défaut d'arrêter toutes les activités, de continuer la suspension de ces activités, et que cela peut avoir des conséquences. Bien sûr, la première conséquence, la société ne peut pas exporter et les bateaux sont en rade. Et donc, ça fait perdre à la société entre 350 000 et 400 000 dollars par jour. Et tenez-vous bien, ça fait plus d'un mois. Ça fait plus d'un mois que la décision de suspension a été prise par le ministre par le ministre des Mines. Ça fait 12 millions de dollars. Suite à l'incident qui s'est passé en pleine mer, donc le bateau qui a chaviré, le bateau transportant les minerais de cette société. Alors, c'est ce qui est normal, une décision administrative de ce genre, mais la société a empêché d'activité, il y a tout ça. Et donc, il y a une réunion, et la dernière réunion, je parle de cette dernière réunion, et donc la décision qui serait dans les tuyaux au niveau de la société, c'est d'arrêter complètement les travaux, et de renvoyer tout le monde en congé technique. Et l'État est capable de dire que c'est du chantage. Bien sûr. L'État est capable de dire que c'est du chantage. Surtout ces autorités. Non, dès que vous revendiquez, on dit non, c'est du chantage. Alors que les tuyaux sont fermés. Où trouver de l'argent pour payer les gens? Les activités sont à l'arrêt. Vous avez l'expérience de la gestion de l'État. Je ne sais pas si vous les avez appris, cette expérience, vous l'avez apprise dans le couloir de la primature. Parce que le Premier ministre vous décroche bien. Donc, c'est bien. C'est la réalité. Je ne sais pas si ce cas-ci. Non, c'est ce cas-là. Vous connaissez bien la situation. Non, je connais les autorités actuelles. Alors, donc, surtout au ministère de Mines. Justement, on parle tout de suite, on dit non, c'est du chantage. On parle de chantage. On parle de chantage. Et l'État ne veut pas céder à ce chantage, selon l'État. Mais la situation, elle est tellement compliquée. Vous savez que c'est de cette façon. On a vu le cas de Fria. On a vu aussi la société minière de fer de Simandou. Donc on a d'autres sociétés qui sont parties de ces incidents, de cette manière. Alors que le rôle premier de l'État en pareil cas, c'est la protection. Donc, il faut que le ministre, travailleurs. Le ministre doit accepter d'être flexible et continuer à imposer à la société de payer la pénalité, parce que c'est un devoir pour la société de payer, et puis savoir comment, bien évidemment, tout cela est géré, parce que les sociétés chinoises n'ont pas une très bonne réputation dans notre pays, et parce que pour la plupart ils contournent, les responsables contournent la procédure normale, et ils sont tout le temps dans l'anormalité, et cela est lié bien évidemment à la complicité des autorités. Voilà, oui. D'abord, je voudrais, parce que vous avez évoqué tout à l'heure le sujet du BGDA dont on a parlé hier, je voudrais juste relayer un message. C'est un ancien responsable du ministère de la Culture qui m'a envoyé un message aujourd'hui pour me dire que les redevances BGDA des médias du service public sont payées tous les ans par l'État. Vous savez, il y a un message que Marwan avait reçu hier disant que la RTG paye 5 milliards. L'intéressé me dit que c'est plutôt l'État qui paye pour tous les médias de service public. Donc c'est l'État qui paye. La différence elle est minime. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non, payer pour la RTG seulement et payer pour l'ensemble des médias du pays. Et ça ne sort pas des caisses publiques. Non.
Les médias publics. Non, il parle des médias. Non, c'est pas la même chose. C'est totalement différent. Les radios rurales, les radios communautaires et la RTG. Mais ça, c'est mal dit. Sinon, tous les médias sont de service public. Exactement. Mais on peut dire que les médias d'État, mais sinon, tous les médias sont de service public. Justement. Même les médias publics. Non, mais même les médias publics. Tous les médias de service public. Oui. Tous les médias sont de service public. Tous les médias sont de service public. Ça veut dire que les privés font partie. Maintenant, les médias publics. Il est ici question des médias publics. Des médias d'État. Il est ici. Non, moi je dis médias publics. Donc pas de service public dans ce cas. Maintenant, la deuxième chose par rapport au biscuit de Monument, sur le remaniement dont on parle. Alors, moi je ne sais 30 secondes. Oui, j'interdis maintenant qu'on commande ces biscuits. Sinon, je voulais dire un mot aussi sur la douane. Non, ça c'est mon impérium. Ah, d'accord. C'est bon, à partir de la prochaine. Non, déjà, je vous ai donné la parole. Oui, en fait, c'est par rapport ça, c'est à partir de la saison prochaine. Voilà, c'est ce que j'avais pensé. Sinon, c'est intéressant quand même après le. Je vais répliquer. C'est un décret. Il y a des sujets qui sont très intéressants. Par rapport au remaniement annoncé. C'est un décret qui n'est pas en vigueur. Par rapport au remaniement annoncé. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. Est-ce que c'est l'évaluation ou c'est le remaniement? C'est-à-dire, si déjà... Le remaniement basé sur l'évaluation. Non, en fait... Parce que précède le remaniement. Voilà, on ne voudrait pas éjecter les gens sans qu'on trouve à redire. Un prétexte. On veut prétexter. Ça veut dire qu'a priori, on a déjà une idée de l'inefficacité au sein du gouvernement. C'est-à-dire parce qu'on a déjà parlé de remaniement avant de parler évaluation. On aurait dû peut-être dire, nous évaluons, une fois les résultats rendus publics, vous dites que nous avons trouvé qu'il est nécessaire de faire du remaniement, parce que les résultats l'attestent. Mais déjà, quand on annonce... Déjà, on parle de remaniement... mais c'est une véritable épée de Damoclès sur la tête, finalement. Et même du coup, je me demande, est-ce que l'évaluation ne risque pas d'empêcher le remaniement? Imaginez, je ne sais pas comment l'évaluation va se faire. Non, il y a des critères déjà. Mais si sur la base... On va appeler la primature pour qu'elle nous donne ces critères. Mais lui-même, il doit être évalué, le Premier ministre. Mais tout le monde. Oui, mais bien sûr. Si sur la base de l'évaluation... Il doit être évalué par le président. Mais bien sûr, est-ce que c'est pas ce qui l'amène à... Si sur la base de l'évaluation, il ressortait que pratiquement on ne devait pas renvoyer quelqu'un, en même temps, donc les gens, on ne ferait plus le remaniement. D'accord. Moi, ma question, juste en 30 secondes. A-t-on besoin d'un cabinet international pour évaluer aujourd'hui les ministres? Je pense qu'on n'a pas besoin, et le Premier ministre et tous les autres membres du gouvernement, le moindre dégât qu'ils puissent causer aujourd'hui, c'est de les affecter à des niveaux de responsabilité où ils peuvent commettre moins de dégâts. En dessous, très en dessous des postes de ministres. Parce que c'est des gens qui ont montré toutes leurs limites. Ils ne méritent même pas... Pardon, là-bas c'est l'hécatombe. D'accord. Non, les affaires étrangères c'est l'hécatombe. Oui, c'est la catastrophe de ce côté. Si le gouvernement est une peine perdue, les affaires étrangères là quand même c'est l'hécatombe, c'est la catastrophe. Alufer, c'est pas une société chinoise, c'est plutôt une société américaine qui a son capital 100% américain également. Alufer. Donc la société. On parlait de Alufer ou Bel Air? Non, c'est bien Alufer. C'est pas Bel Air, c'est Alufer. La société en question. Alors, on va rapidement s'intéresser à ce communiqué des chefs d'État qui se sont réunis pour discuter, bien entendu, de la transition. Il s'agit du Nigérian Bola Tinubu, du Béninois Patrice Talon, du Bissau-Guinéen Umaru Sissoko Embalo et du Nigérien Mohamed Bazoum, avec la présence, bien entendu, du président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré. Plusieurs décisions ont été prises à Lamine Monument Cissé, s'agissant par exemple, selon le communiqué qui a été signé le 18 juillet, donc hier, s'agissant de la situation politique dans l'espace, les dirigeants ont examiné les processus de transition politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Ils ont décidé de relancer le dialogue au plus haut niveau avec les 3 États membres en transition. Et à cet effet, le président Patrice Talon du Bénin effectuera donc une visite de consultation dans les 3 pays concernés au nom de la Troïka. Est-ce que cela sous-entend que, comme il l'a annoncé lors de sa prise de fonction à Bissau, l'actuel président en exercice de la CEDEAO veut aller vite quant au retour à l'ordre constitutionnel, ou bien c'est de la farce? Alors, je ne sais pas s'il faut prendre au sérieux ce que fait la CEDEAO. Moi, j'attends de voir les résultats. D'accord. Mais déjà, il y a un premier faux pas en désignant Patrice Talon médiateur, ou sinon celui qui doit
aller dans ces pays pour superviser l'évolution de la transition. Il est porteur de messages. Porteur de messages, superviseur, médiateur. En tout cas, il va venir voir dans les 3 transitions, savoir comment les choses évoluent. Et c'est un faux pas parce qu'il n'est pas la bonne personne. Comment? Et parce que dans ces pays-là, on viendra bien évidemment parler de l'inclusivité. Il est antinomique à l'inclusivité, Patrice Talon. Et parce que c'est l'exact contraire de l'inclusivité. Chez lui. C'est lui. Et ce qu'il fait chez lui d'ailleurs est très grave. Trop grave, oui. Parce que il fait sciemment d'écarter tout le monde, d'aller aux élections et d'avoir une assemblée monocolore. Et sans même y mettre la forme. Ça, c'est une première. Deuxièmement, on va parler aussi de l'emprisonnement des opposants. Il doit discuter de ça avec bien sûr, pour le cas guinéen que je connais beaucoup. Et il va discuter de ça avec les autorités. Il y a aussi l'exact contraire de la personne la mieux indiquée qui doit parler de cela. Et parce que lui, et tous ces grands opposants, celui qui n'est pas en prison, ceux qui ne sont pas en prison sont dehors. Et ceux qui sont à la maison sont obligés de la boucler. Voilà, c'est ça, Patrice Talon. Je ne sais pas comment le choix est tombé sur une personne controversée, sur une personne qui interdit le droit de manifestation dans des services et que lui, il a appelé d'ailleurs des services clés. Et il a fait passer un projet de loi qui est passé parce que l'Assemblée elle est monocolore. Et donc, cette loi-là interdit les grèves dans certains services. Et par conséquent, quand on est fâché, quand on est en désaccord quand on a des revendications à faire dans ces services-là, vous êtes obligé de vous soumettre ou de démissionner. Donc ça, c'est ce Patrice Talon-là qui a été choisi par Tinubu, malheureusement, pour venir être même s'il a été très bien élu, Patrice Talon. On ne parle plus de l'élection. Ah si, c'est important. Non, on parle plus de l'élection. C'est très important, c'est-à-dire, attendez. On parle Parce que tout ce que vous dites là, Alpha n'était pas bien élu, mais on lui reprochait de mettre au pas les opposants. Il a été élu. Il a été élu en 2010, il a été réélu en 2015. Je ne parle pas du 3e mandat, mais c'est des 2 mandats qu'il a mené avec beaucoup de difficultés et il a été criblé de critiques de la part de ses opposants qui le traitaient de dictateur. Pour la simple raison, ses opposants estimaient qu'il ne leur permettait pas l'exercice de cette liberté fondamentale. Donc il n'est pas celui... Non, il n'est pas la bonne personne. Donc ça sous-entend que le message qu'il portera ne peut pas prospérer, c'est ça? Le pragmatisme m'amène à un tout petit peu espérer. Je dis un tout petit peu. D'accord. Et parce qu'il y a des choses au-delà même de la transition dans le cadre sécuritaire. Et on en parlait tout à l'heure avec Sanso. C'est quand la CEDEAO décide désormais de financer elle-même la lutte contre l'insécurité dans l'espace sous-régional. Moi, je pense que s'il réussit à faire aboutir cette initiative, il aurait réussi son combat. Et parce que c'est malheureusement ce qui divise la CEDEAO et les 2 pays principalement qui sont concernés le Mali et le Burkina Faso par le problème sécuritaire. D'accord, oui. Boubacar Sansobari, est-ce que vous faites la même lecture que Monuma, ou tout au moins vous voyez autrement l'évolution de la situation? Je suis plutôt d'accord avec lui qu'on aurait pu trouver meilleur porte-parole, meilleur messager que Patrice Talon. Maintenant, moi je dis que ça peut être minoré par la nouvelle dynamique que et même l'enjeu c'est ce qui est surtout important veut mettre en place. Moi, au-delà de tout ça, honnêtement, pour moi, c'est un gros espoir, un grand espoir avec Tinubu, parce qu'il y avait une espèce, je l'ai toujours dit, il y avait une espèce de léthargie, il y avait une espèce de fatalisme face au chaos et à l'anarchie qui s'installait dans la sous-région. Pour une fois, vous avez un qui, en l'espace de moins d'1 mois, vous dit, j'ai pris fonction, à telle date, on va tenir une réunion sur les transitions. Rien que le fait que la rencontre se tienne, ça veut dire qu'au-delà du discours, il y a peut-être une volonté de traduire ce qu'on a dit dans les actes. Et pour moi, c'est important. Le fait de croiser les bras et de penser que la transition en Guinée, au Burkina et au Mali, c'est des transitions insolubles, on ne peut rien y faire. Ça, c'est déjà un problème. Mais s'il y a une dynamique de relance de l'action de la CEDEAO, personnellement, je trouve que c'est salutaire. Et une fois que la CEDEAO va décider de prendre ses responsabilités, je peux vous garantir que le reste de la communauté internationale va suivre. Oui, Baïla.
Oui, ce qui est intéressant, je pense, avec ce retour, ça nous dit, avec cette volonté de renouer, parce que quand vous regardez, vous lisez même entre les lignes du communiqué, on parle de renouer le dialogue au plus haut niveau, avec les autorités en transition. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est d'abord l'aveu d'échec de la présidence de Embalo, il faut le dire, parce que être diplomate aussi à ce niveau-là, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est qu'à un moment, Embalo, la présidence en tout cas de la CEDEAO, sous Embalo, avait fini, il y avait eu une rupture totale pratiquement entre les autorités des trois transitions et la CEDEAO. Donc la faute c'était Embalo seulement. Mais en tout cas, c'était lui le leadership. C'est à lui de nouer les fils du dialogue, c'est à lui de faire preuve de diplomatie pour maintenir des dynamiques avec ces trois pays. Et la preuve, le sommet de ça a été le dernier sommet de la CEDEAO, où avant ça, aucun des trois médiateurs n'a pu être reçu dans les pays qui sont noués. Donc, c'est d'abord la première mission de Bola Tinubu, là, c'est d'abord de renouer un dialogue avec ces transitions-là, parce que, bien entendu, c'est elle le sujet principal. Donc, on ne peut pas faire les choses sans ces autorités. Maintenant, après, j'attends encore de voir, bien entendu, la matérialisation de tout cela. De cette rupture. On attend de voir, mais pour le moment, c'est plutôt un bon début. Dites à Monument de ne pas s'attaquer aux messagers, plutôt de s'intéresser beaucoup plus au message qui va être véhiculé. Allez-y. Oui, je pense que... Celui qui dit ça ne comprend rien. Parce qu'on dit, dites-moi qui vous êtes pour que je puisse avoir une attention particulière au message que vous véhiculez. D'accord. Voilà. Mais ça dépend aussi de... demander à Poutine de prendre... Ça dépend aussi de celui qui envoie. De parler de démocratie. En islam, et qu'on l'entende. En islam, l'imam conseille toujours de faire ce que je vous dis, mais de ne jamais faire ce que je fais. Non, si l'islam est connu adultère, il ne peut pas être devant. Si l'imam est connu adultère, il ne peut pas. C'est difficile même d'être devant les gens. l'appliquer. Non, c'est pas possible. Allez-y, oui, il doit être quand même un modèle. Voilà. Je pense que les relations internationales et surtout les porteurs de messages au niveau international doivent quand même en partie refléter ce qu'ils incarnent ou les messages qu'ils cherchent à véhiculer. Mais pour ce qui est de l'espace de la CEDEAO, d'abord, il faut saluer cette volonté d'affirmation du Nigeria. Vous savez, c'est le géant de la sous-région. C'est le géant de la sous-région. C'est comme quand les États-Unis haussent le ton à l'international. Et au-delà, les gens l'écoutent. Voilà, justement parce que ce message qui est aujourd'hui véhiculé, c'était un message à l'attention de ceux qui avaient des doutes au départ sur sa volonté aujourd'hui de marquer sa présidence annuelle. Donc cette présidence aujourd'hui qu'il veut tenir d'une main de fer. Donc il faut saluer cette volonté. Et l'autre chose, c'est qu'il faut reconnaître les relations internationales, c'est à la fois la carotte et le bâton. On essaye la carotte, c'est-à-dire la diplomatie, le dialogue, les échanges. C'est à l'échec de cela qu'on manie aussi le bâton. Donc aujourd'hui, il y a les deux options. Vu le cas de la Gambie. De la Gambie, j'allais justement donner cet exemple. Il y a aujourd'hui les deux options qu'ils ont essayé de mettre sur la table. D'abord, dire qu'il faut voir l'échec de la CEDEAO par la présidence annuelle d'un individu. C'est une mauvaise lecture des relations internationales. Parce que vous savez, le plus souvent, on est porté sur le porteur du message que sur le message qui est véhiculé. Aujourd'hui, le Nigeria veut incarner le rôle que joue l'Allemagne du côté de l'Europe ou ce que jouent les États-Unis à travers le monde. Donc, le Nigeria veut être le gendarme de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, il y a toutes les possibilités. Le Nigeria a tous les moyens pour jouer ce rôle. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas sans le savoir, il y a des chefs d'État qui sont onnubilés par cette folie de grandeur. Il y a certains qui diront qu'on sait que pour marquer son temps, il faudra rêver grand. Et on sait la meilleure façon aujourd'hui de dissimuler ou de dissiper les tensions internes, c'est de procéder à des annexions externes. Donc il faut essayer d'extendre ton pouvoir, d'étendre ton pouvoir pour essayer de dissimuler les tensions qui sont à l'interne. Donc c'est une posture aujourd'hui qui est assumée par le président nigérian. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, il y a le précédent gambien qui est là.
Vous vous souvenez, on avait essayé d'abord la médiation parce qu'on avait envoyé des médiateurs pour venir parler à Yahya Jammeh. Donc c'est face à ce refus, c'est quand ils se sont heurtés à son refus qu'on a mis en branle l'armée. Des manœuvres militaires. Donc ça, du point de vue... l'armée de mer du Nigeria, mais également l'armée de terre du Sénégal. Donc, la restauration de l'autorité au niveau sous-régional, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et l'autre chose, qui est l'une des grandes résolutions, c'est l'autofinancement aujourd'hui pour faire face à tout ce qui est défi sécuritaire. Il y a l'aspect terrorisme, mais aussi il y a l'aspect coup d'État. Je pense que nos autorités actuelles, qui sont portées au pouvoir par des coups d'État et par les armes, ne doivent pas s'entêter ou voir par l'arrogance, par le mépris, par le dédain, pour espérer certainement, surtout nous qui sommes en Guinée, on a la transition la plus fragile parce que Mamadi n'est pas Assimi Goïta, il n'est pas Ibrahima Traoré. L'espace CEDEAO, les autorités quasiment, ils sont en froid avec tous les voisins. Voilà, donc il faut aussi faire une autre lecture. C'est l'échec aujourd'hui de notre diplomatie à travers tout ce qui est là. Nous qui étions suscités, qui étaient vraiment l'enfant soyé parmi toutes les transitions, aujourd'hui on est en rupture, on est sur le banc avec tous les États. On a rompu avec les organismes sous-régionaux, on est en phase aujourd'hui de rupture avec les États qui sont censés nous aider. Donc il faut questionner aujourd'hui notre diplomatie qui a montré, c'est pourquoi j'ai dit que Maurice Anda a trompé le colonel, parce que jusque-là, tout ce que nous vivons, tout ce que nous ressentons, ce sont des répercussions de son échec. S'il était un bon ministre qui avait quand même réussi à porter la Guinée haut, on n'allait pas se retrouver dans ces différentes crises. Et non du ministre des Affaires étrangères de la Guinée. On n'a pas compris quand... Je disais, quand Dieu fait descendre son ange, ce n'est pas l'ange qui est envoyé que vous allez voir, mais plutôt celui qui envoie l'ange. Le tout-puissant Dieu, c'est l'envoyeur. Juste pour parler de Patrice Talon, c'est pas lui qu'il faut voir. À l'attention à l'attention de ceux qui sont intervenus déjà avant moi, précisément mon oncle Monument Lamine Cissé, de ceux qui nous écoutent. Très bien. Justement, alors, je veux dire par là que ce n'est pas la personnalité de Patrice Talon. Au regard de ce qu'il a fait dans son pays ces derniers temps, on sait, un peu dictateur avec tout ce qui s'est passé, mais c'est pas lui aujourd'hui. C'est pas lui qu'on voit, mais c'est lui qui l'envoie. C'est lui qui l'envoie. Tinubu, c'est lui, on voit la puissance. Le Nigeria, c'est lui, en tant que président donc, de l'institution, la CEDEAO. Et on sait ce qui a été décidé depuis longtemps. Pour quelqu'un qui est venu déjà dans un laps de temps, en un mois, qui a déjà commencé, moins de mois même d'ailleurs, depuis qu'il a été donc porté à la tête de l'institution, et déjà qui a montré sa volonté, justement, qui a montré sa volonté d'aller vite. Et pour qui connaît, tout à l'heure on était en train de parler, pour ce qui est de l'intervention, s'il est question en tout cas de faire le retour à l'ordre constitutionnel, oui, il faut commencer par la diplomatie, si ça ne marche pas, il faut commencer peut-être par une puissance armée, ça va être compliqué, peut-être, je suis d'accord, mais d'une part, il faut le reconnaître aussi, parce que quand on parle du Nigeria, dans la région ouest africaine, je pense que à partir de ce moment-là, il devait être écouté. Maintenant, quand on dit de l'échec de la CEDEAO, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a très longtemps qu'on parle de l'échec de la CEDEAO. Il y a longtemps qu'on parle de la récréation. La CEDEAO, finalement, on sait que nous tous, on ne reconnaissait plus l'institution. C'est-à-dire que le rôle qui était dévoué à l'institution... Il est en train de renaître là. Oui, il est en train de renaître. Donc si on a un président comme Tinubu à la tête de l'institution, et qui va aller vite pour l'instaurer encore la démocratie dans nos États, je pense que c'est important. Maintenant, le cas d'Ambalo, on sait, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font les critères pour la plaque tournante de la présidence à la CEDEAO, parce qu'il est question quand même ici de penser, est-ce qu'il ne sera pas important à un moment donné de penser aux puissances au sein même de la CEDEAO, tel que le Nigeria, pour qu'on puisse aller très bien. Parce qu'avec le cas par exemple de Bissau, pour ce que représente le pays, quand vous prenez sur le plan géographique, sur le plan économique, la Guinée-Bissau, contrairement au Nigeria, je pense qu'il y a de la matière à dire. Très rapidement, je suis de ceux qui pensent que l'option militaire n'est pas nécessairement à envisager. Je ne pense pas que même les dirigeants de la CEDEAO l'envisagent suffisamment. Parce qu'encore une fois... mais on avait déjà quand même parlé de la mise en place d'une force
contre les coups d'État. Oui, je suis d'accord. Le débat se pose. Ça peut se passer en Sierra Leone, ça peut se passer en Gambie, ça peut se passer à Bissau éventuellement, mais ce n'est pas envisageable pour tous les pays, à mon avis, et les dirigeants de la CEDEAO le savent. Et cependant, je voulais surtout intervenir sur l'échec supposé de Ambalo par Baïla. Je ne récuse pas du tout absolument le terme échec, mais je pense qu'il faut le relativiser parce que la diplomatie, ça dépend, le succès en diplomatie dépend aussi de l'interlocuteur. Non, même du pays. Du pays dont est originaire. Non, du pays dont est originaire le diplomate en question. Non, le diplomate. C'est-à-dire, on ne peut pas espérer que Ambalo et Tinubu aient la même efficacité dans la sous-région quand on sait que ce ne sont pas les mêmes puissances. Parce qu'en réalité, on ne peut pas dire que Ambalo a dit pire que ce que Tinubu a dit la dernière fois. Il a été extrêmement tranchant, mais vous n'avez trouvé personne pour le contredire pratiquement. Alors que si ça avait été Ambalo, tout de suite les gens auraient bondi sur lui. Et voilà. Et je pense que toujours pour... En tout cas, on n'a pas vu le ministre secrétaire général cette fois-ci. Aucun traité dans les trois transitions. Je n'ai pas entendu. Ni le Premier ministre. Parce que la Guinée n'a pas été spécifiquement attaquée. Voilà, contrairement à Ambalo qui avait spécifiquement attaqué aussi la Guinée. Donc les autorités devaient répondre. Et juste la dernière chose pour toujours relativiser, je trouve aussi que pour la Guinée-Bissau, avec sa petite dimension qu'on connaît, déjà se retrouver à la tête de l'organisation sous-régionale, c'est déjà un certain succès. Non, une grande prouesse. Ok, voilà. 30 secondes pour répondre à ça, pour dire que il y a 1000 fois... non, je veux dire, la taille d'un pays aussi n'est pas forcément en rapport avec son influence diplomatique. Il y a des pays, des petits pays, qui ont eu des grandes influences diplomatiques à des moments donnés. J'ai pas parlé que la Guinée de Sékou Touré, j'ai pas parlé que de taille. J'ai pas parlé que de taille. J'ai parlé de puissance économique. Le Rwanda n'est pas nécessairement grand, mais le Rwanda a une certaine puissance. Justement, ce n'est pas le grand armée. Ce n'est pas le cas de la Guinée. Exactement. Justement, on peut être petit et être puissant. Ce n'est pas le cas de la Guinée. Exactement, on peut être petit et diplomatiquement être puissant aussi. Ça existe. Très rapidement, on passé les 37 minutes. Au même moment, on parle de la CEDEAO. La Guinée décide, en tout cas les autorités actuelles, décident de suspendre la participation de notre pays à l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, la mine Monument Cissé. Deux raisons sont invoquées. La première, c'est le retard considérable dans le financement du barrage hydroélectrique de Kokotamba dans la préfecture de Tougué. La seconde raison, c'est la sous-représentativité de la Guinée au sein de cette instance sous-régionale. Oui, moi je pense que c'est une décision juste. C'était dans les tuyaux depuis le régime précédent qui avait fait le cri de cette protestation contre le fonctionnement de... Pourtant, la Guinée a brigué le secrétariat, le haut commissariat, voilà, à travers cabinet Koumara qu'on a joint ce matin pour qu'il puisse d'ailleurs nous expliquer le fonctionnement de l'institution. Mais qui a été le moins productif parmi tous les commissaires, parce qu'il a voyagé... Le nombre de jours qu'il a fait, c'est le nombre de voyages qu'il a effectué à la tête de l'institution. Donc c'est le moins productif. Ça a été contesté par ses proches qui ont écrit à la suite de cette révélation qui a été faite dans cette émission. Il a voyagé plus qu'il n'a servi l'institution. Voilà. D'accord. Alors maintenant, c'est par rapport à cette décision-là. Je vais faire l'économie de toute l'histoire. On a passé le temps et sinon ça doit valoir une émission parce que c'est extrêmement important. Vous dites que c'est une décision juste, comment? Très juste, oui, c'est justement pour ça que je veux expliquer. Même si vous avez commencé par la conclusion, vous aurez dû donner les éléments et que les auditeurs et téléspectateurs disent maintenant que c'est juste. Non, moi je donne mon avis. J'ai apprécié, je dis c'est bon. Donc les auditeurs avant l'explication, peuvent ne pas penser de la même manière. Il apprécie bien les décisions de la je dis que c'est une décision qui était dans le tuyau. Non, mais je vous ai donné la parole. Ouais, la décision elle a été prise par la junte, c'est vrai. Je dis, mais le cri de protestation, de détresse a été poussé depuis l'ancien régime et à juste raison. Allez-y. Alors, et parce que le constat qui se révèle, au-delà même de haut commissariat, de la présence comme cela a été dénoncé, et c'est que la réforme en 2006, après l'adhésion de la Guinée à l'OMVS, donc les décisions qui ont été
pris, c'est les réformes institutionnelles et les réformes techniques de l'institution. Donc, institutionnelle, c'était la présidence tournante. Et on a dit que ça devait partir à partir de l'alphabet, donc du nom des pays, par ordre alphabétique. Voilà. Donc, par ordre alphabétique. Et ça, c'est une première. Et le pays, c'est bien évidemment le pays qui assure la présidence qui devrait choisir le haut-commissaire de cette institution. Mais le mandat du haut-commissaire n'a pas été explicitement défini. Il a dit qu'il peut faire un mandat et plus. Donc, on n'a pas dit 2, 3. C'est pourquoi le Mauritanien a fait plus de 10 ans à la tête de ce haut-commissariat de l'OMVS. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, sur le plan institutionnel, ça n'a pas été une réforme aboutie. Maintenant, par rapport au projet, parce que c'est surtout là où le bas blesse et c'est ce qui a davantage suscité la réaction, cette réaction de protestation de la Guinée, ça date de très longtemps. Le barrage de Koukountamba, depuis 2006, on en parle. Et donc, le projet, le coût de réalisation de ce projet a été estimé à 800 millions de dollars. Il avait été dit pour un premier temps que ça devait être financé. Et parce que le mode de financement dans l'espace de l'OMVS, c'est un emprunt solidaire, un emprunt commun. Donc les 4 pays se mettent ensemble et font un emprunt auprès des bailleurs de fonds et donc équitablement. Donc paye, comment on appelle ça, paye la dette. Et cela a été, il y a eu 3 barrages qui ont été faits avec une capacité énergétique puissance cumulé de 400 MW. Il y a eu le barrage de Manatali que nous connaissons, 200 MW, qui a été le premier à être construit par l'OMVS. L'OMVS, non, ça c'est au Mali. Il y a eu le barrage de Ouina, toujours au Mali, avec 140 MW. Et avec la même organisation. Il y a eu le barrage, le dernier c'était en 2013 avec le barrage de Felou avec 60 MW, donc une puissance cumulée de 400 MW. Et là, il y a une société qui a été créée avec la participation des différents États qu'on appelle la SOSEM, et qui est une société très liquide, donc qui a pu faire cet emprunt au nom des sociétés. Et donc, comme c'est une société qui est très, très crédible, il a été demandé, quand c'était autour de la Guinée pour le financement du barrage, à cette société d'en faire de même. Et malheureusement, cela n'a pas été fait. Ce qui n'est pas dit, le non dit, c'est qu'entre-temps, les recherches étaient très avancées par le Sénégal et la Mauritanie pour la découverte du gaz, du pétrole et du gaz, et que en finançant un projet de cette nature hydroélectrique, ça donnerait moins de chances, donc ça pouvait sans doute ne pas donner une bonne issue à cette recherche-là qui est en train d'être menée, parce que l'énergie hydroélectrique est moins chère que l'énergie qui provient du gaz ou du pétrole. Voilà. Donc selon les spécialistes, c'est ce qu'aurait expliqué le fait que ces États n'étaient pas tellement chauds, ont traîné les pieds pour aider à financer ce projet. Donc il a été dit qu'il faut faire un contrat EPC. Il y a eu une société chinoise qu'on appelle Sino Hydraulique qui devait financer à 85% et les États membres devraient financer à 15% le projet, les 800 millions. Et il y a une banque qui a été trouvée, c'est Exim Bank. Donc il a été demandé aux pays, comme c'est les 4 États qui s'engagent pour le financement, d'envoyer des courriers. Cela a été fait avec un retard qu'on pourrait mettre au compte de la mauvaise foi de certains qui ont traîné pendant des mois. Maintenant, par rapport à la contribution, les 15%, les pays n'ont pas accepté de payer. Et la Guinée, dans le temps, avait mobilisé sa part, parce que les 15% devaient être repartis équitablement entre les 4 pays. La Guinée avait mobilisé, mais les 3 autres pays n'ont pas mobilisé. Et tout dernièrement, en 2021, l'OMVS a écrit pour annuler le contrat. J'ai pu me procurer le courrier. Donc, pour annuler le contrat, tout espoir de construction de ce barrage a été à cet effet annulé. Et par conséquent, gelé donc. La Guinée n'avait plus d'intérêt. Mais il y a d'autres explications aussi qu'on donne par rapport à l'environnement. Il y a beaucoup des études qui avaient été faites concernant la réalisation du barrage n'ont pas véritablement tenu compte de l'aspect environnemental, parce qu'il y a
le parc de Nyokolo Bayar dans les environs. Donc la réalisation du barrage pourrait impacter véritablement l'environnement de la zone. Entre le parc et ce qui est le Mont Nimba et le Mont Nimba. Maintenant, les bailleurs sont en train de faire... Il y a eu un dernier rapport qui n'a pas été... Ils sont en train de faire un tunnel insonorisé. Sur lequel donc, tout cela on a ressorti tous ces aspects environnementaux. Donc ça a un peu freiné les pas aux bailleurs parce que si... La Banque mondiale s'est même retirée. Exactement, à cause des aspects environnementaux qui ont été pris en compte finalement par certains bailleurs. La Banque mondiale s'est retirée, mais la banque qui s'était disposée à financer le projet, c'est la banque chinoise Exim Bank. Et 85% devait être levé par la société sino-hydraulique qui devait partir en EPC, en partenariat, et les 15%, c'était pour tester la volonté de réalisation d'engagement des États membres. Et comme les États n'ont pas été capables de payer les 15%, cette autre société aussi s'est désistée à ne pas payer les 85% qui devaient permettre la construction du barrage. Maintenant, est-ce que la Guinée devrait continuer la diplomatie que de se retirer avec fracas? Est-ce que c'est la depuis solution? 2006, la Guinée a estimé, je dis bien, la décision devait être prise depuis très longtemps. La Guinée a estimé, depuis 2006, on parle de ce projet-là. Ça n'avance pas. De 2006 jusqu'en 2021, jusqu'à ce que la lettre-là, quand on a envoyé la lettre d'annulation de ce contrat, donc on s'est dit qu'il n'y a plus d'espoir pour la réalisation de ce projet. Et donc l'OMVS n'a plus la volonté de réaliser ce projet. Et c'est le seul qui devait permettre à la Guinée de bénéficier, bien évidemment, de son intégration ou de son appartenance à cette institution sous-régionale. En tout cas, ce n'est pas une première. En 1972 également, la Guinée avait claqué la porte de l'OMVS. Non, pas l'OMVS. À l'époque, ce n'était pas l'OMVS, c'était OERS, qui a été créé à l'AB. Maintenant, c'est sous les ruines de l'OERS, donc on a créé l'OMVS. La Guinée a adhéré, parce que la Guinée n'est pas membre fondateur de l'OMVS. Mais plutôt de l'OERS qui a été créé, dont le siège était à l'AB. Oui, dans une des cases au gouvernorat de l'AB. Mais ce qu'il faut quand même reconnaître, même si on avait quitté et puis on est revenu, c'est qu'évidemment, la Guinée fait partie des pays pionniers qui ont quand même donné naissance à cette organisation. À plusieurs de ces organisations sous-régionales. Voilà, donc on est presque la mère qui a enfanté. C'est la mère qui a enfanté presque la quasi-totalité de ces organisations. Mais on dit, il y a un adage africain qui dit l'homme qui tombe ne manque jamais d'arguments. Vous savez, d'après les explications qui ont été brillamment présentées par Monument, aujourd'hui, ce qu'il fallait questionner, est-ce que c'est un refus de ces États? Parce qu'à partir du moment où la Banque mondiale et d'autres bailleurs, ceux qui sont censés mettre la main à la poche pour financer le projet, ont trouvé des alibis environnementaux et autres aspects pour bloquer le financement. Je pense que c'est d'ailleurs, si les griefs qui ont été portés par la Guinée sont légitimes, mais la démarche, elle est questionnable. Est-ce que c'était la bonne façon pour se faire entendre? Je pense que non. On a loupé la méthode, on a manqué de stratégie et la meilleure façon, c'est de rester à l'interne pour se faire entendre. Mais si on se retire, c'est qu'on devient alors un moyen d'enjeu pour l'organisation et il faudra tourner les énergies vers ceux qui sont restés dans l'organisation. Et mieux, je pense qu'au-delà de l'aspect de cette organisation, il y a un mécanisme qui est mis en place ici de nature à nous sortir de toutes les organisations internationales parce qu'avec cette fierté avec laquelle on se bombe le torse, ça nous amène nulle part. On met en avant des arguments qui ne tiennent pas la route. Je pense qu'on parle même de la défaillance de l'organisation depuis 68 jusqu'à maintenant, mais ce ne sont pas des gens quand même qui sont censés faire une transition, qui peuvent apporter des solutions, à des meilleures solutions à ces problèmes qui sont posés. Donc je pense que cette transition, elle est en train de faire du mal à ce peuple et elle est en train de déplacer les vrais problèmes de la Guinée parce que je ne vois pas un régime de transition pousser le bouchon jusqu'à ce niveau. Je pense que c'est outrepassé. On transporte aujourd'hui notre arrogance interne qui était là, à laquelle on soumettait
les acteurs politiques. Désormais, on veut transporter cela sur la scène internationale, mais ça ne nous arrangera pas. Ça ne nous arrangera pas. Quand même on va aller à la pause. Oui, d'abord je voudrais peut-être relever que cette décision de la Guinée de suspendre sa participation à l'OMVS peut être révélatrice peut-être en tout cas d'une petite mésentente avec la junte malienne, parce qu'il faut dire que hier le sommet de l'OMVS se tenait à Bamako et était présidé par Assimi Goïta, et on va dire que c'est à la suite de ce sommet ou en profitant de ce sommet que la Guinée annonce sa suspension. Les deux a priori c'était des frères d'armes, mais l'amour était parfait entre les deux. Voilà, à un moment donné, entre deux hommes et deux pays, c'est l'intérêt du pays qui l'emporte. Et puis l'autre chose que je voudrais dire, il est possible que peut-être que la question du barrage de Koukountamba soit porteur de frustration pour la Guinée. Mais est-ce que l'OMVS se ramène qu'à des barrages? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets? Par exemple, il y a une décision de création d'une banque spéciale qui a été de la Cour de répression des infractions.